Évident. Donc ce soir, on a le plaisir de recevoir Dimitri Koshko, de profession journaliste, et on va parler de la russophobie. Je vous signale que d'ici les vacances, il y aura d'autres conférences concernant la Russie et le monde slave. Dans quelques temps, M. Vauquier, ancien diplomate, qui va parler des Balkans, des Serbes. Il y a avec les Serbes en Bosnie. Il y aura une conférence de Yvan Blot sur les maîtres à penser de Poutine et un tableau général des penseurs russes par M. Champion, avec lequel on organisera sans doute, donc retenez et parlez-en à vos amis, des voyages en Russie. Avec, entre autres, une professeure d'université, une russe, M. Champion et M. Dimitri Koshko. Et il y aura des thèmes très précis. Alors pourquoi la russophobie ? Il suffit de lire notre presse, où la plupart des livres traitant la Russie, sauf quelques maisons spécialisées, comme H-Dom, Édition des Cirques ou d'autres, il est bon de replacer la russophobie sur la longue durée. Voir que ce n'est pas un phénomène récent malgré tout en France. Il y a eu, au temps de Louis XV, le testament apocryphe de Pierre le Grand, que d'ailleurs Napoléon va faire rééditer avant la campagne de Russie. Et dans ce texte, on présente la Russie comme au fond l'ours qui va envahir ses voisins. Autre texte très important, c'est Le siècle de Pierre le Grand par Voltaire, qui suscitera en son temps beaucoup de polémiques. Et pour une fois, Voltaire n'écrit pas que des bêtises. C'est rare. Et le fameux livre Récit de voyage du marquis de Custine, je crois que c'est Moscou 1843, je crois. Alors c'est intéressant. Et aujourd'hui, il faut le savoir, c'est non pas la Bréviaire, non pas la Bible, parce que ce sont des mots trop pieux, mais le guide des journaleux qui sévissent un peu partout. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant dans ce livre ? Et ce qui explique l'aujourd'hui. C'est la critique de la Russie tsariste, de la Troisième Rome, de son pouvoir autocratique, et que reproche-t-on aujourd'hui à la Russie ? Mais d'être l'anti-modèle de la décadence anglo-saxonne. Et le nœud est là. Alors, il y a des livres récents. Alors, bien sûr, on ne peut pas taxer de russophobie tous les livres qui ne sont pas favorables à la Russie. Par exemple, le livre limite ce qu'il y a dans la tête de Poutine, d'un descendant de Russes blancs. On peut déplorer ce qu'il a écrit, mais ce n'est pas sans intérêt, il y a un effort intellectuel, un effort de recherche. Mais il y a des citations tronquées, attention. Oui, bon. Par contre, le livre qui vient de sortir, Les réseaux russes en France, qui est un livre en fait de basse police, on dirait que c'est des fiches blanches qui sont sorties pour régler certains comptes, et on pourrait dire cette pauvre Sorbonnarde de Nantes 2, qu'elle n'est pas très au courant vraiment de tout. Et elle s'est amusée à épingler quelques gens, mais peut-être pas les plus importants. Tant mieux d'ailleurs. Que reproche-t-on à la Russie ? C'est... comment ? C'est méchant parce que comme elle nous épingle... Oui, mais... elle vous épingle, mais elle n'épingle pas certains de nos amis, et elle en épingle d'autres, et c'est évident qu'on a une grille de lecture, que c'est des raisons éminemment politiques. Il y a certains cercles qui ont été traînés dans la boue, entre autres le cercle Aristote. Il y a beaucoup de bêtises, surtout. Oui, et des inepties. Des inepties. Ce qu'on reproche à la Russie, c'est de ne pas rentrer dans le cadre, d'une part, du mondialisme, et il faut savoir que la presse anglo-saxonne
et la presse prétendue française véhicule la même marchandise, et qu'il y ait une alliance objective. Alors bien sûr, peut-être on ne sera pas d'accord sur la grille d'analyse, entre les néoconservateurs américains, qui sont les cousins germains des trotskistes. Et on voit bien, vous prenez Libération, même le Figaro, on voit le prisme qui est anti-russe, droit de l'homiste et libertaire libéral. Ou libertin libéral, ça dépend de quel journal on prend. Mais l'axe fondamental est le même. Je pense que j'ai assez parlé. À vous, cher ami. Bon, merci, bonsoir à tous. Donc, je vais vous parler de la russophobie, essentiellement dans les médias. Je suis désolé, comme c'est quand même mon métier, c'est là que je connais le mieux. Et comme l'a dit frère Thierry, la russophobie des médias français est évidente. Elle incite à la haine entre Européens et prépare l'opinion à la guerre. Et elle a au moins deux conséquences. Elle fait agir au niveau politique contre nos intérêts nationaux, car la France et l'Europe occidentale ont tout intérêt à jouer pour elles-mêmes et non pour l'ami transatlantique. D'autre part, elle a des conséquences en matière de fiabilité de l'information et donc de confiance des opinions publiques. À force de dissimulation, de déformation, de désinformation et de jugement à géométrie variable, et là les exemples abondent, et je vais vous en faire un catalogue non exhaustif en recensant quelques-uns justement des procédés les plus communs et quand même les plus simples, parce qu'il y a aussi de la haute technologie là-dedans. On finit par remettre en question le fonctionnement démocratique qui est à la bouche de nos médias en permanence, de notre société, en niant l'accès à l'information des citoyens, la libre concurrence économique et l'information fiable en matière d'investissement, de finances et tout le reste évidemment. Et enfin, on jette aux orties la déontologie journalistique. Alors, excusez-moi, je sais, laissez-moi mes illusions. En un mot, cette russophobie, c'est une forme de xénophobie, voire de racisme. Écoutez donc les commentaires de la speakerine chanteuse qui a commenté l'Eurovision sur France 2. Alors je sais bien que c'est pas le genre d'émission qui peut se regarder, ni s'écouter, mais bon, moi, comme on me l'a soumis, j'ai écouté certains passages, c'est fabuleux. C'est des choses, ce que dit cette bonne femme, qui est une espèce d'hystérique, qui dit « Ah non, pas le russe, pas les sales russes !» Elle le dit sur Antenne 2, quand même. Vous vous rendez compte si on change le mot russe par un autre? Une nationalité, une religion, je ne sais pas, moi. Ça serait immédiatement le procès, l'arrestation, le licenciement, le scandale, enfin, etc., etc. Mais enfin, en gros, c'est que cette russophobie, elle n'embête pas seulement les sales russes. Elle a un effet boomerang contre nous-mêmes. Alors je dirais comme justement la démarche raciste non réfléchie. Et je ne parle même pas de la dénonciation que j'appellerais stalino-maccarthiste des gens qui ne pensent pas comme le mainstream et qui sont immédiatement dénoncés comme agents de Poutine ou afin de les discréditer justement comme source, sans aucun droit de réponse évidemment, ni aucun moyen de se défendre. Le 13 novembre dernier, alors que les terroristes islamistes tuaient plus de 130 personnes dans le 11e arrondissement et au Stade de France, la chaîne LCP nous assénait sans mollir un énième pseudo-documentaire russophobe sur un supposé nouveau goulag. Alors on y montrait une jeune femme du groupe Pussy Riot, qui est, vous savez, spécialisée dans les monômes quelque peu déplacés dans les églises chrétiennes, en évitant soigneusement les mosquées et les synagogues d'ailleurs. Et quelques détenus ou ex-détenus de droit commun et une ancienne dealeuse de drogue. Ils se sont plaints de leurs conditions de détention, bon, c'est leur droit, et peut-être que c'est même fondé, mais de là à assimiler ce qu'ont subi les millions de victimes du vrai goulag stalinien,
il y a quand même une marge que la télévision parlementaire a franchie sans mollir, au mépris d'un minimum de respect ou au moins de compassion à l'égard de ces victimes, de ces millions de victimes quand même. Innocentes, elles, pour la plupart. Ou même si elles n'étaient pas toutes innocentes, c'était en général pour de telles peccadilles qu'on arrêtait les gens que ça n'a vraiment rien à voir avec des dealers de drogue ou autres. Il faut dire aussi qu'une semaine auparavant, sur Antenne 2, une chaîne que nous payons avec la redevance, donc à laquelle j'ai déjà parlé, à laquelle j'ai déjà fait allusion avec l'Eurovision, on a eu une soirée qui était consacrée à Apocalypse Staline. Fort bien. Le film consacré à Staline se tenait à peu près, d'ailleurs, à quelques malhonnêtetés historiques près quand même. Mais enfin, il y avait des images intéressantes. Mais il était suivi d'un second chef-d'œuvre, en quelque sorte, qui s'appelait Poutine pour longtemps, point d'interrogation. Alors là, on voit pas le rapport. Que vient faire Poutine dans cette galère? On a tout compris, évidemment. Et dommage d'ailleurs que les producteurs n'aient pas interverti les films, parce qu'après, en toute fin de soirée, il y a eu un documentaire passionnant et rarement traité là sur les collaborateurs des nazis dans les pays baltes et en Ukraine. Vous savez sans doute qu'il y a notamment des bandéristes, enfin, c'est-à-dire les hyper-nationalistes ukrainiens, les nazis ukrainiens en quelque sorte, dont certains ont même été virés de la Gestapo pour cruauté excessive. Ce qui est quand même pas mal par rapport à des Polonais ou à des Juifs d'ailleurs. Donc voilà. Alors les raisons et les conséquences de cette conduite russophobe. L'amalgame Poutine-Staline est un des procédés les plus fréquemment utilisés, évidemment, par nos médias, soit aussi ouvertement que dans l'exemple cité, ou plus insidieusement par des rapprochements d'images, voire même des images subliminales. Le tout pour aboutir à des déformations de l'information et ou de l'histoire. Les procédés sont nombreux et s'utilisent parfois ensemble. Beaucoup ont fait leurs preuves durant la guerre froide, mais les thématiques sont plus anciennes. Comme vous l'a expliqué d'ailleurs Guy Métan, je crois que vous l'avez reçu, et sont devenus des préjugés solides sur la Russie. Alors on va tenter d'en faire un petit lexique, bien sûr non exhaustif, car l'imagination humaine et les technologies à l'heure d'Internet sont illimitées. Mais peut-être qu'une approche un peu systématisée d'un point de vue journalistique peut aider à au moins se poser des questions en étant confronté à certaines annonces ou surinformations trop abondantes pour être honnête. À défaut de pouvoir tout de suite savoir ce qu'il en est, en fait, on peut au moins se demander, est-ce possible? Que veut-on que je pense en entendant cette info? Alors, je voudrais pas que vous pensiez que je découvre l'Amérique, quand même. Ouais, enfin, je comprends que la comparaison est peut-être un peu osée, mais enfin, bien sûr que ces procédés sont anciens dans leurs principes. Les techniques ont été améliorées toutefois, et peuvent être utilisées par toutes sortes de médias et par tous les pouvoirs politiques, économiques et autres. Mais ce qui m'inquiète, c'est l'augmentation exponentielle de l'utilisation massive et systématique en France de ces procédés de déformation des faits et des jugements à l'égard de la Russie et des Russes depuis la crise ukrainienne, même si en fait la reprise de la tonalité de l'époque de la guerre froide avait commencé après l'attaque géorgienne contre l'Ossétie du Sud en 2008 et l'intervention russe pour la défendre. Le plus inquiétant, c'est évidemment la haine anti-russe cultivée ainsi et la volonté de propager l'opinion à la guerre qu'elle sous-tend. Et dans l'immédiat, c'est la remise en cause de la déontologie journalistique, oui je sais, j'insiste, alors que la première charte a été écrite en 1918, précisément pour tirer les leçons de la Première Guerre mondiale, et ce sont les erreurs de jugement politique qui en résultent aux dépens des intérêts de la France qui sont inquiétants. Cette nouvelle offensive médiatique s'explique, bien que bon, moi je m'explique toujours pas quel est l'intérêt de l'oligarchie française qui contrôle la presse, ni les raisons en fait de ce courant russophobe en France qui existe depuis longtemps, et qui n'est qu'un courant, qui n'est pas majoritaire dans l'opinion, mais qui est un courant assez fort quand même dans une certaine couche de la semi-intelligentsia des classes moyennes des grandes villes. Alors que contrairement aux Allemands, par exemple, les Russes ne sont jamais venus envahir la France. Et lorsqu'ils l'ont fait après les guerres napoléoniennes, en 1814, le tsar Alexandre Ier a sauvé la souveraineté française, en fait, contre les anglo-saxons,
qui voulait la faire disparaître, et a épargné Paris. Alors que les Français avaient quand même esquinté Moscou, hein, faut bien le dire. De même que Staline, malgré tout le mal qu'on peut penser de lui, a imposé la France en 1945 parmi les vainqueurs. Donc pourquoi cette haine, cette russophobie, difficile à comprendre. Mais la détermination de certains milieux états-uniens très puissants, bien représentés justement par les néoconservateurs, d'empêcher à tout prix un rapprochement entre l'Europe occidentale et tout particulièrement de l'Allemagne et de la Russie, explique justement cet acharnement, je dirais. C'est le seul ensemble de pays, l'Union européenne ou l'Europe occidentale, qui peut représenter une concurrence sérieuse et une remise en cause du pouvoir unipolaire de l'Empire américain. Et tout ça est très brillamment expliqué par George Friedman de Stratford, c'est un think tank comme on dit, sur YouTube, vous le trouvez, hein, George Friedman. Les spécialistes, et en 10 minutes, ils vous expliquent tout. C'est magnifique. Les spécialistes en énergie ajoutent que l'offensive américaine contre l'Europe occidentale et la Russie vise aussi à vendre son gaz de schiste à l'Union européenne en éliminant le concurrent russe au maximum. C'est aussi ce qui s'est joué en Syrie avec la volonté de vendre le gaz du Qatar contre Gazprom, qu'on espérait empêtrer en Ukraine après l'avoir attaqué en Pologne et l'avoir empêché de construire le gazoduc sud par la Bulgarie. Heureusement, les Allemands sont plus soucieux de leurs intérêts parfois que nous, et le gazoduc du Nord sera doublé. Les procédés de la guerre de l'info. Alors je ne vais pas refaire Volkov ou Karamurza, mais il faut malheureusement y revenir pour actualiser. Il faut bien dire que les techniques ont évolué, le niveau des connaissances historiques a reculé dans l'opinion, notamment parmi les jeunes, donc c'est assez effrayant. Et le temps s'est accéléré avec la généralisation des vecteurs d'information numérique mobiles. Ce qui, auparavant, il y a encore une dizaine d'années, était une façon de travailler des agenciers de presse en information immédiate, est aujourd'hui pratiquée par tout un chacun, en plus comme utilisateur ou comme acteur, mais sans préparation ni formation, autre que technique. Les conséquences sont quelquefois positives, mais aussi souvent négatives. Alors, premier procédé, les amalgames et les rapprochements. Alors, j'ai donné l'exemple de Staline et Poutine. Le procédé est constant. Quelques exemples plus fins. On parle par exemple très souvent d'armes russes pour parler d'armement de fabrication russe. Ce qui n'est pas tout à fait pareil, mais ce qui permet dans un commentaire rapide de tout faire tomber sur les Russes. Bien sûr, en matière d'image, le procédé est là aussi permanent. On rapproche les plans et les sujets qui peuvent ne rien avoir ensemble, mais qui vont évoquer un rapprochement. Alors je ne parle pas là des commentaires en utilisant d'autres images. Alors, par exemple, la guerre du Golfe, où on parlait d'une pollution provoquée soi-disant par les Irakiens, alors qu'on montrait des images de la pollution de la Mokokazix. Bon. Plus récemment, le commentaire d'un expert de la défense sur Antenne 2 encore, lors d'un journal en utilisant des images de bombardement par l'aviation russe, en ayant pris la précaution d'effacer les caractères cyrilliques pour prétendre que c'était un bombardement de la coalition américaine. En même temps, on accusait les Russes, sans aucune preuve, de bombarder des hôpitaux ou des civils, sans parler de rebelles modérés, entre guillemets, ceux qui sont d'Al-Qaïda. Pour en revenir aux amalgames, voyez l'assassinat à l'automne dernier de ce pauvre Boris Nemtsov, qui est un ancien vice-premier ministre russe, et qui est de Boris Yeltsin, et gouverneur de Nijni Novgorod dans les années 90, qui ensuite a un peu disparu de la scène, et là il est revenu comme opposant extra-parlementaire, et il s'est marqué très pro-ukrainien, notamment en sautillant dans les rues de Kiev, en disant que celui qui sautille pas, vous savez, il sautillait à un moment, celui qui sautille pas est un sale Popov. Donc ce qui est quand même pas très intelligent pour quelqu'un qui a des ambitions politiques en Russie, quoi. Commencer à traiter à maltraiter les Russes, et justement sur un thème comme ça un peu racisant, c'est un peu absurde, quoi.
Donc ceux qui l'ont assassiné à la veille d'une importante manifestation de l'opposition, qu'on espérait rendre encore plus importante, bien évidemment, l'ont fait juste devant le Kremlin, de façon à ce que tous les reportages télévisés, toutes les photos, aient le Kremlin pour fond. Alors évidemment, moi je ne sais pas qui a commandité le crime, mais ce que je peux, c'est me poser une question en me disant, est-ce que c'est vraiment l'intérêt de Poutine de le faire assassiner, par exemple, dans l'endroit où ça sera sans arrêt, excusez-moi, où toutes les télés, tous les photographes vont mettre le Kremlin derrière. D'autant que le lendemain, justement, quand les gens défilaient devant le catafalque de fleurs qui avait été dressé là, les hommes de main, je dirais, ou le service d'ordre qui était là, empêchaient les télévisions de filmer dans l'autre sens. Et on ne pouvait filmer que sur le Kremlin et voir les gens passer devant pour donner une impression de masse. Et ça se fait en plan serré, vous savez. Hein. C'est la fameuse image de la foule irakienne en train de descendre la statue de Saddam Hussein. Bon, voilà. Alors qu'en fait, la place était vide et qu'il y avait des Marines autour. Hein. Bon, voilà. Alors, je ne sais pas donc qui a commandité le crime, mais je peux me poser la question de savoir si c'est vraiment l'intérêt de Poutine, quoi. Qui est accusé de tout, évidemment. Un autre procédé, c'est dissimuler et ne pas couvrir. C'est évidemment le plus répandu et le plus difficile à parer. On dit dans les rédactions que le plus intéressant, c'est ce qu'on ne dit pas. Évidemment. Et c'est pas seulement en matière de presse, bien évidemment. Hein. Mais pour cette dernière, c'est quand même moins naturel, puisqu'elle aurait justement vocation à informer. Si ça n'arrange pas, on ne dit rien. Dans les exemples récents liés à la russophobie, je vais me limiter à ça, hein, il y a le silence sur le massacre d'au moins 47 personnes à Odessa en mai 2014. Les tirs d'artillerie sur le Donbass par les troupes officielles et non officielles de Kiev, ou les tirs turcs contre les Kurdes, sans parler des trafics pétroliers par Daesh avec la complicité turque, dont sans doute le fils d'Erdogan. La guerre chimique en Syrie, quand il s'est avéré que le bombardement de mai 2013 avait été commis non pas par Assad, mais par des rebelles. Un rapport et des preuves ont été remis à l'ONU, mais notre presse n'en a rien dit. L'assassinat de l'écrivain journaliste Lesa Bouzina, l'an dernier aussi en Ukraine, et le même jour un ancien député qui s'appelait Kalachnikov, c'est pas dur de se rappeler, et une journaliste dans l'ouest de l'Ukraine qui enquêtait sur les trafics de bois. Tout ça le même jour, hein, quand même. Alors c'est à comparer avec le traitement de l'assassinat de Nemtsov ou de Politkovskaya, un peu plus ancien. La résolution de l'ONU contre l'utilisation et la glorification du nazisme en 2015, contre laquelle ont voté les USA, le Canada et l'Ukraine. L'Union européenne, elle s'est courageusement abstenue. Pourtant, on nous bassine assez souvent quand même avec les crimes du nazisme, patati patata. Hein. Plus grave encore, parce que ça c'est chez nous, rien sur la déclaration du chef du renseignement militaire, Christophe Gomard, devant la commission de la défense de l'Assemblée nationale en mars 2015, c'est dans les comptes rendus de l'Assemblée nationale. Vous l'avez sur Internet. Page 14, je crois que c'est bien intéressant. Disant que ce ne sont pas les troupes russes qui se battent en Ukraine de l'Est. Ça aurait valu le coup de le dire quand même, puisque c'est le chef du service de renseignement français qui dit ça à l'Assemblée nationale, alors que la presse est remplie du fait que c'est les Russes qui attaquent l'Ukraine. Alors, si vous voulez, je vous cite ce qu'il dit, M. Gomard. La vraie difficulté avec l'OTAN, c'est que le renseignement américain y est prépondérant, tandis que le renseignement français y est plus ou moins pris en compte. D'où l'importance pour nous d'alimenter suffisamment les commandaires de l'OTAN en renseignement d'origine française. L'OTAN avait annoncé que les Russes allaient envahir l'Ukraine, alors que selon les renseignements de la DRM, rien ne venait étayer cette hypothèse. Nous avions en effet constaté que les Russes n'avaient pas déployé de commandement, ni de moyens logistiques, notamment d'hôpitaux de campagne, permettant d'envisager une invasion militaire. Et les unités de deuxième échelon n'avaient effectué aucun mouvement. La suite a montré que nous avions raison, car si des soldats russes ont effectivement été vus en Ukraine, il s'agissait plus d'une manœuvre destinée à faire pression sur le président ukrainien Poroshenko que d'une tentative d'invasion.
Ça valait le coup de dire un truc comme ça quand même, non? Vous pouvez le faire? Non, bah non, on n'a rien fait. Rien non plus sur les déclarations de ce mois de mai, là, récent, hein, là, tout de suite, là. De M. Alain Juillet, qui est l'ancien directeur de la DGSE quand même. Sur les erreurs qu'on a fait, la France, sur la Syrie et sur l'Ukraine. Et ça, c'est dans une interview à Paris Match et à RT, en français. RT, c'est Russia Today. Évidemment, le silence ne frappe pas qu'en matière de russophobie. Hein. Le TAFTA ne connaît un succès relatif que très très récemment, alors que les négociations secrètes se poursuivent depuis des années. Et c'est grâce à Obama en plus qu'on en parle. Parce qu'il en a eu marre, il est venu, il a commencé à leur secouer les puces, du coup il a fallu en parler. Évidemment rien sur la proposition de Poutine en janvier 2014, avant le coup d'État en Ukraine, hein, d'ouvrir des négociations sur une zone économique de libre-échange entre l'Union européenne et l'accord douanier eurasiatique. Nouveau procédé aussi, déformer, mentir, désinformer. Alors, malheureusement, c'est très répandu aussi. Là aussi, pas seulement contre la Russie, mais dans le domaine russophobe, c'est très très utilisé. Le principe est évidemment que le démenti n'est pas vu ou ne reste pas en mémoire. Le second principe c'est le principe goebbelsien. Plus le mensonge est gros, plus ça passe, et surtout, répéter le mensonge le plus souvent possible. Alors Goebbels a affirmé le principe, peut-être, mais les anglo-saxons l'appliquent avec génie et depuis longtemps, en matière économique et en matière politique. L'exemple de Powell et de son éprouvette accusant l'Irak d'armes de destruction massive est accablant. Avant d'attaquer l'Irak, les sources gouvernementales américaines ont affirmé plus de 400 fois à la presse, en citant parfois la presse qu'elles avaient elles-mêmes intoxiquée précédemment, que l'Irak avait soi-disant des armes de destruction massive. Et la presse a repris, sans s'interroger souvent, y compris la presse française, où pourtant Jacques Chirac a eu le mérite de ne pas se laisser faire. Au moins pour ça. En ce qui concerne le Boeing malaisien abattu au-dessus de l'Ukraine, il y a 2 ans, la presse française a repris sans se poser de questions la version américaine sourcée Facebook, sans doute écrit par des professionnels intervenant sur ce support. Comme vous le savez, ils ont toute une série de services qui interviennent sur les réseaux sociaux. Personne ne s'est interrogé pourquoi les États-Unis ne publiaient pas ce qu'ont vu leurs satellites au-dessus de la scène de la tragédie, alors qu'ils avaient un satellite au-dessus. En revanche, pas un mot sur la version et les photos de l'état-major russe. Alors moi, je ne sais pas qui a abattu l'avion, mais le journaliste se doit de se proposer les différentes sources et de se poser les questions ad hoc. Ça n'a pas été fait. Sur la Yougoslavie, le principe de Goebbels a été abondamment utilisé. Alors là, une répétition, peut-être c'était une répétition générale avant de s'attaquer à la Russie. Sur l'affaire osséto-géorgienne, qui a marqué le retour à la guerre froide en matière de presse, en quelque sorte, la presse occidentale martèle que c'est la Russie qui a attaqué la Géorgie. On oublie l'attaque géorgienne contre l'Ossétie du Sud et le meurtre des observateurs de statut casque bleu russes sur la ligne de cessez-le-feu. Et le fait que Poutine était alors aux Jeux Olympiques à Pékin fait que, a priori, on ne lance pas une offensive quand on est aux Jeux Olympiques. Mais enfin, de toute façon, ils lui referont le même coup avec l'Ukraine au moment des Jeux Olympiques de Sotchi. Sur l'affaire des tireurs d'élite du Maïdan à Kiev en février 2014, avant le coup d'État, pas un mot dans la presse française. Il y en a eu dans les journaux allemands quand même, hein. Sur les propos du ministre estonien des Affaires étrangères à Catherine Ashton, qui tout d'un coup comprenait mal l'anglais, hein, comprenait au téléphone, sur le fait que les balles tirées contre les policiers et les manifestants étaient les mêmes. Pas un mot non plus sur le refus des autorités kieviennes d'ouvrir une enquête sur le sujet. D'autant que l'actuel président du Parlement, de la Rada ukrainienne, comme on dit, est celui qui est soupçonné d'avoir justement commandé ces fameux snipers. C'est lui qui est venu à Paris, hein, Taroubi. Avec la Syrie, on a vu que les accusations sans preuve contre les Russes, bombardant des hôpitaux, se sont multipliées et ont été martelées partout, surtout sur les ondes des radios et télévisions d'État. Ce qui n'est pas forcément dans nos intérêts quand on songe aux attentats de Paris. Et du reste, après ces attentats de novembre, quelques médias
ont assez mesquinement modifié leur discours en affirmant que les Russes avaient changé de tactique tout d'un coup, comme ça, et bombardaient maintenant les terroristes de l'État islamique. Avant, ils bombardaient les gentils rebelles, maintenant, ils bombardent les terroristes de l'État islamique tout d'un coup. On ne peut oublier aussi la déformation de l'histoire, quand même. Aujourd'hui, une majorité de Français croient que ce sont les Américains du Nord qui ont gagné la Deuxième Guerre mondiale. En 1945, ce n'était pas le cas. Ne pas citer ou déformer les propos, là aussi illustré M. Elcheninov d'ailleurs, est fréquent là aussi, et systématique en ce qui concerne les interventions de Poutine. Parce que jamais vous n'aurez ce que dit Poutine dans la presse française. Jamais. Ou alors des tout petits bouts qui sont totalement tronqués, qui ne veulent rien dire. Même une interview sur Europe et TF1, avant un voyage officiel, avait été coupée et déformée. Et pas au hasard. Évidemment, c'est les morceaux les plus intelligents, les plus intéressants qui avaient été coupés. Et la déformation, elle a été faite en essayant de faire passer Poutine pour un horrible misogyne, parce qu'il avait cité un proverbe, effectivement. On disait qu'il il valait mieux pas contredire une femme, parce qu'on risquait des ennuis. Bref, ce qui est d'une misogynie absolument avancée. Oui. Mais on n'avait pas prévenu les lecteurs qu'on avait coupé. Hein. On a dit que c'était l'interview intégrale. Une des déformations les plus courantes concerne justement une citation de Poutine sur le fait que la disparition de l'URSS a été une catastrophe du XXe siècle. Alors passons sur le fait que beaucoup d'anciens soviétiques le pensent, à tort ou à raison, mais enfin c'est comme ça, et le principal est qu'on oublie de compléter la citation du président russe, qui lui a paraphrasé Churchill en disant que celui qui voudrait rétablir l'URSS n'a pas de tête. Vous savez, c'est la fameuse citation de Churchill, celui qui n'a pas été socialiste n'a pas de cœur, mais celui qui est avant 20 ans, mais celui qui est après 20 ans veut le socialisme n'a pas de tête. Voilà. Malheureusement, un intellectuel justement comme Michel Elcheninov, qui est un bon philosophe et un critique littéraire, notamment sur Dostoïevski, s'est abaissé à ce jeu de déformation dans son livre, quelque peu présomptueux d'ailleurs, qui est dénommé Dans la tête de Poutine. Bon, alors ça lui vaut d'être une des coqueluches des experts systématiquement anti-russes qui détiennent le monopole des commentaires sur la Russie et l'Ukraine dans les médias français. La personnalisation et la diabolisation, ça c'est le procédé orwellien décrit dans 1984 avec le personnage de Goldstein. Aujourd'hui, la haine xénophobe et raciste anti-russe se dissimule sous l'anti-Poutine. Tout comme précédemment, la russophobie se dissimulait parfois sous l'antisoviétisme. Vladimir Poutine est systématiquement méchant et responsable de tout. Même dans un jeu de l'idée TGV, le personnage mauvais qu'il fallait deviner était Vladimir Poutine. Je me rappelle, Serge, je te l'avais montré ça. Une petite dépliant, c'était un jeu dans l'idée TGV. Il fallait deviner qui était méchant, et alors si on avait beaucoup de points, on gagnait, il fallait répondre Vladimir Poutine. Ça, c'était le très 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 méchant. Et vous voyez jusqu'où ça va, quoi. Le personnage, le principe donc du martèlement systématique s'applique. Les mêmes procédés se sont appliqués contre Saddam Hussein, Bachar el-Assad. Alors il y a un exemple qui est un peu plus rigolo, c'est Noriega, le dictateur panaméen, parce que il a d'abord été un salaud, mais notre salaud, comme vous savez, les Américains disent ça. Puis il est devenu gueule d'ananas, pineapple face, quand il a cessé de plaire. C'est le sort des compradors, qui ne sont pas très respectés en fait par les maîtres. Et c'est pourtant ce dont rêvent nos russophobes otaniens, et même une bonne partie des oligarques russes. Cette même démonisation qui vise les Le Pen en France, et qui finit d'ailleurs par être contre-productive souvent. Mais enfin, il en reste toujours quelque chose. Hein. Le choix des mots et le choc des images. Souvent, le lecteur lambda n'y fait pas trop attention. Et pourtant, le choix des adjectifs, des verbes, des descriptions sont loin d'être neutres. Ils sont toujours négatifs ou induisant le doute quand il s'agit de Russes et positifs ou neutres quand il s'agit des nôtres. Dans les descriptions, on trouvera toujours quelque chose de ridicule ou d'absurde pour décrire le méchant. Pour ce qui est des verbes,
l'américain états-unien ou le français otanien dit, explique, tandis que le russe martèle, affirme, et on sous-entend évidemment qu'il ment. Ajoutons à cela le traitement de l'image, le plan cassé, coupé, mal éclairé, ou éclairé de diverses manières qui créent une atmosphère négative sont utilisés. Par exemple, beaucoup de films documentaires sur la Russie seront filmés en hiver à Saint-Pétersbourg pour que la lumière du Nord en hiver donne une atmosphère triste ou lugubre. L'interview d'un Russe pourra se faire avec un mauvais éclairage qui va gêner le propos. L'utilisation de sources, de pseudo-sources ou de sources créées. Un bon exemple est l'utilisation qui avait été faite par la Maison Blanche de Wall Street Journal, sur les pseudo-armes de destruction massive. Le grand journal de Wall Street a été intoxiqué. Puis, les officiels de l'USAS ont utilisé le Wall Street Journal comme source. Ça, c'est un procédé qui est très courant. Et aujourd'hui, l'utilisation des réseaux sociaux est constante. Le plus souvent rédigé par les trolls salariés, ou même par des robots. Maintenant, il y a même des robots qui font la toile, et qui, dès qu'il y a un commentaire qui est positif pour les Russes, tac, met un autre commentaire de façon à arriver à faire dévier ou à introduire une désinformation quelconque, etc. Alors quand on a un peu l'expérience, en général, ils disent tous la même chose, parce que forcément, c'est des robots. Donc ils ont tous la même idée. Mais attention, hein, c'est pas grossier. C'est pas ah mais non, les Américains sont très très gentils. C'est pas vrai ce que vous dites là. Non non, on dit ah mais ces salauds de Russes, ils essayent de trahir les Ukrainiens de l'Ouest. C'est des trucs comme ça qu'ils lancent. Hein. C'est-à-dire c'est des billards à triple bande ou quadruple bande, hein, ça, à l'anglo-saxonne quoi. Donc, aujourd'hui, cette utilisation des réseaux sociaux est constante. Hein. Le plus souvent, donc, rédigée par ces salariés ou ces robots. Dans ce cadre, la surinformation est systématique. Ce que j'appelle la surinformation, c'est plein d'informations qu'on n'a pas le temps de vérifier et qui vont toutes dans le même sens. C'est difficile à parer, bien sûr, mais la presse pourrait s'interroger plus souvent et reconnaître plus tard d'avoir été abusée. C'est ce qui devrait distinguer justement l'Internet de la presse professionnelle. La création de sources. On a vu les sources créées dans les réseaux sociaux. Mais depuis longtemps ont été pratiquées d'autres créations de sources. Ce sont les fameux spécialistes financés, parfois des artistes, des ONG créées en nombre et différents instituts. Leurs représentants, priés de tenir le même discours dominant, sont invités partout et pratiquent le même principe goebbelsien du matraquage en disant tous la même chose. Dans le cas des pratiques russophobes dans nos médias, c'est particulièrement visible, et vous voyez toujours les mêmes d'ailleurs. À noter que dans d'autres pays occidentaux, la diversité d'opinion est parfois mieux garantie quand même. Et en Russie, pourtant dénoncée en permanence comme une dictature, comme pour ces médias non libres, tous les débats, y compris sur les chaînes d'État, mettent en scène des protagonistes de toutes tendances, y compris des Ukrainiens ouvertement russophobes, il y en a même qui appelaient carrément au meurtre, dans des débats sur la télé russe, hein. Des Polonais, des Américains, des Otaniens, et des opposants russes extra-parlementaires et pro-américains. Alors évidemment, ils ont le rôle du méchant quand même, hein, mais ils sont plusieurs, c'est pas un seul qui est assommé. L'utilisation en ce domaine des réseaux sociaux est de plus en plus systématique, comme on l'a vu, et on l'a vu pour le Boeing abattu au-dessus de l'Ukraine, mais si c'est systématique dans beaucoup de domaines. Souvent, les commentaires émis par ces professionnels sont reconnaissables, c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les références au soft power, ce qu'on appelle cinématographique, linguistique et de sous-culture. Les Nord-Américains, ils sont évidemment les plus forts. Mais ça se crée durant des années et des années, y compris par la généralisation de mots empruntés à l'anglais. Et voyez, à contrario, le sort d'un mot comme cosmonaute, qui avait une origine russe. Eh bien, on s'est débrouillé très rapidement pour imposer astronaute, ou bien, qu'est-ce qu'on dit spationaute maintenant pour les Français, rien que pour ne surtout pas utiliser cosmonaute. Donc, c'est conscient.
En revanche, le nombre de mots anglais, c'est fabuleux. Et notamment dans les nouvelles technologies, justement. Donc ça aussi, c'est important, parce que dans la façon de réfléchir, notamment de gens qui ont une bonne connaissance technique, mais peu de culture générale, ça marche très bien. Mais le principal est évidemment la séparation entre bons et méchants. Et ça, c'est le bien et le mal, c'est la morale à 4 sous des feuilletons télévisés, l'introduction de la pensée unique et du politiquement correct. Et ça, c'est ce qu'on a à longueur de journée dans toutes les télévisions, parce qu'en plus, c'est pas cher. Donc les télés le passent abondamment. Pour obtenir un préjugé négatif, on placera toujours le personnage russe ou la pratique dans la société russe dans le champ du négatif par rapport à ces visions qui deviennent inconscientes en fait. Bien sûr, les années de héros négatifs russes dans les films durant la guerre froide jouent son rôle. Mais on les voit réapparaître maintenant. Et quand il y a eu les années 90, de toute façon, les personnages russes, c'était ou des mafieux, ou des prostituées, ou des brutes épaisses, de toute façon. Au moment du début de l'état d'urgence en France, on a entendu annoncer qu'un des signes du radicalisme islamiste, c'est le refus de croire la presse mainstream. Alors c'est sans doute vrai, mais on voit jusqu'où ça peut aller. Et on a déjà droit aux amalgames de complotisme qui pourtant est nourri justement par la défaillance des grands médias. Et moi je connais quelqu'un qui a un blog qui est plus favorable à la géopolitique, à une alliance avec la Russie. Eh bien quand ils ont commencé à enquêter sur les blogs louches, notamment de radicalisme islamiste, il n'est pas du tout islamiste, hein, le blog en question, et ben les flics sont venus l'interroger lui quand même. Pourquoi ? Alors la diffamation pour discréditer les sources alternatives, ça se fait dans la meilleure tradition justement stalinienne et macartiste, par la calomnie, le mensonge, les fausses accusations, menant à une chasse aux sorcières et à l'élimination de tout discours et toute information dissidente de la pensée unique. Si quelqu'un s'exprime en faveur de l'Europe, et je dis bien de l'Europe, pas de l'européisme, avec la Russie et l'Ukraine, il est immédiatement traité d'agent de Poutine. En France, après les articles de dénonciation, on a droit à des livres, reprenant notamment les accusations calomnieuses des journaux. Alors moi, j'en avais été victime. On m'a ainsi accusé, dans Libération, d'avoir un arrière-grand-père directeur de la police criminelle. Je dis bien criminelle, pas politique. En Russie, d'avant la révolution de 1917. Il est mort en 28, il m'a pas beaucoup influencé, hein, je peux vous dire. Sous Staline, on arrêtait les gens pour le même genre de raison. Inrecuptible, un canard qui est très porté chez les bobos. Lui, ils m'ont vu en DRH, polémiquant, alors c'est assez rare quand même pour un DRH, hein, avec un candidat pigiste à un poste dans une entreprise où je ne travaille même pas. Le livre reprend bien sûr tout ça, il y a le livre qui a été cité par frère Thierry, reprend bien sûr tout ça et ajoute même une photo de moi dans un studio où j'ai jamais mis les pieds. Sans parler d'autres accusations tout aussi infondées. Et alors là, on m'a dit cet après-midi qu'il y avait un autre bouquin qui parlait des Russes en France, quelque chose de genre. Et alors là, il m'accusait d'être l'architecte des médias russes en France. Je travaille avec aucun média russe. Donc, enfin, si ce n'est des gens qui m'appellent de Russie, là oui, mais pas en France. Sans parler donc des accusations tout aussi infondées à l'égard d'autres gens aussi, hein. Mais tout ça pour avoir pris quelquefois la parole dans les médias, alors pour ce qui est de ma part, rarement, hein, il y a longtemps, et il faut croire assez efficacement, pour dire des choses qui sont aujourd'hui évidentes d'ailleurs. Mais ce n'est encore rien par rapport à un site russophobe, et russophone, états-unien, qui lui livre des adresses de Russes en les qualifiant de communistes et de cinquième colonne. Quand ils ont l'heure de déplaire, évidemment, au monsieur qui fait ce site et qui est en gros en relation directe avec les néocons les plus acharnés, dans un pays où la culture politique et géographique est pour le moins limitée quand même, et où les armes circulent librement. Les doubles standards et la géométrie variable.
Là aussi, c'est permanent quand ça concerne la Russie. Sans aller dans l'histoire, comparer la façon dont on présente le servage en Russie et l'esclavage aux États-Unis, pourtant abolis à peu près au même moment. Les uns sont des barbares arriérés et esclaves, devinez qui, et les autres, des grands libérateurs de blacks, puisqu'on dit ça comme ça maintenant. Voyez comment sont présentés les actes terroristes islamistes en Russie et en Occident. À propos des derniers attentats à l'aéroport de Bruxelles, combien y a-t-il eu de médias occidentaux pour rappeler que l'aéroport de Domodedovo à Moscou a subi la même chose quelques années plus tôt? Souvenez-vous de l'un des actes terroristes les plus odieux qui ont commencé le XXIe siècle, du 1er au 3 septembre 2004 à Beslan, en Ossétie. 1125 personnes, en majorité des enfants, pris en otage par des terroristes islamistes. Et 333 morts, dont 186 enfants assassinés. Eh bien, pour la presse française, en majorité, c'est Poutine l'assassin. Malgré tous les gens tués dès le début de la prise d'otage. Et le fait que c'est quand même pas Poutine, malgré ses dons d'ubiquité, qui a pris 1 millier de personnes en otage dans un préau d'école, pendant 3 jours, dans une chaleur étouffante, et en les empêchant de boire. Les circonstances de la prise d'otage sont dissimulées. Seul son dénouement déformé est raconté, et les victimes deviennent les coupables. Bien sûr, sur l'Ukraine ou la Syrie, les doubles standards sont permanents. Voyez comment a été traitée l'intervention russe en Syrie, qui a pourtant, en quelques mois, été bien plus efficace que 3 ans de pseudo-intervention de la coalition occidentale. Sur l'Ukraine, là c'est carrément une caricature. Comparez donc le traitement du Kosovo et celui de la Crimée. Pourtant en Crimée il y a eu un référendum. Kosovo même pas. Cela concerne aussi l'économie. On traite la Russie de pompe à essence, ayant une démographie catastrophique, avec tout un article du Point, qui a d'ailleurs été cité par Sarkozy, qui était un peu à côté de ses pompes aussi ce jour-là, où on parle d'une démographie catastrophique au moment où elle remonte, justement. Et même le sport. Vous voyez le traitement de la préparation des Jeux Olympiques à Sochi, dans la presse, où on vous montrait les doubles toilettes, enfin tout ça. Et puis aujourd'hui, l'affaire du dopage. On en oublierait le scandale qui avait éclaboussé le Tour de France. C'est loin d'être uniquement anecdotique. Il y a des conséquences sur la morale, sur la valeur de la vie humaine en Russie pour l'opinion la plus large en Occident. Mais même si c'est une caractéristique du racisme dont on nous rabat les oreilles par ailleurs, cela laisse assez indifférents nos médias. Mais il y a aussi des conséquences en matière d'analyse et de compréhension en matière géopolitique et même économique. Alors prenons l'exemple extrême par son absurdité de la vente des Mistral. La commande avait en son temps rendu un fier service au chantier de Saint-Nazaire, quand même. Puis, on est tombé dans le vaudeville triste et coûteux pour la France. On annule sur ordre des Américains, qui sont traditionnellement vigilants sur leur domination maritime, à la suite des Anglais et de l'Empire romain, comme ils le disent eux-mêmes. Alors que les intérêts stratégiques de la France ne sont en rien menacés. Du coup, on perd le contrat de maintenance, le coût de la formation des marins et de la fabrication de la poupe des navires, faite en Russie, et du transfert de technologie. Pour les Russes, c'est plutôt bon, et ils peuvent se montrer généreux sur l'amende de dédit. Soit dit en passant, les États-Unis, eux, n'ont pas hésité à racketter la BNP de 9 milliards de dollars pour moins que ça. Et on finit par vendre à l'Égypte, où tout de même, le pouvoir est détenu, bon, heureusement du reste, mais enfin, par des militaires qui ont fait un coup d'État. Et encore plus pitoyable, pour une opération annulée au nom des droits de l'homme, les bateaux doivent être logiquement payés par l'Arabie Saoudite. Pays exemplaire en la matière, de droits de l'homme, comme le prouve la Légion d'honneur attribuée à un de ses princes héritiers après des exécutions de condamnés à mort, dont un imam chiite. Pour l'instant, d'ailleurs, sauf erreur, c'est la COFAS qui a payé. Même pas les démocrates saoudiens. Donc on risque de se faire rouler dans tous les sens. Et les Russes, ils sont très contents parce que du coup, les Égyptiens leur ont commandé des hélicoptères, parce que la dimension dans les cales du bateau sont faits pour les hélicoptères russes qui sont plus hauts que les hélicoptères occidentaux. Donc du coup, ils achètent des hélicoptères russes. Bref.
le vaudeville. La création d'événements. Alors ça, c'est un procédé marketing de l'univers de la publicité. Le but en politique ou géopolitique est de justifier des actions par un événement. Cela peut être une provocation ou l'exploitation d'un fait qui se produit sans initiative de ceux qui exploitent ensuite. Alors à vous de voir à quelle catégorie vous rattachez le fameux 9/11. En tout cas, Cuba au début du XXe siècle et Pearl Harbor font partie des exemples historiques bien connus d'exploitation d'un fait pour entrer en guerre ou pour justifier une offensive. On peut penser à Timișoara en Roumanie aussi pour appuyer le mouvement anti-Ceausescu et les faux massacres en Yougoslavie, notamment à Srebrenica et au Kosovo. Moins massif, mais tout aussi émotionnel, l'exploitation récente de la photo du petit Ilan, trouvé noyé sur une plage turque pour justifier notamment la politique de Merkel en faveur des migrants. Dans la même catégorie, on peut rattacher l'affaire de la mort de Litvinenko, tout à coup ressuscité il y a quelques mois par les Britanniques et aussitôt oublié du reste, car quelque chose n'a pas dû marcher. Au même niveau, l'affaire Magnitsky, qui a aussi servi de prétexte aux États-Unis pour prononcer des sanctions contre les Russes. Aujourd'hui, on en est à interdire au Parlement européen et sur Arte un film enquête fait par un réalisateur opposant russe, anti-poutinien, qui a commencé un film à charge contre le gouvernement russe et qui a découvert en cours de tournage qu'il se faisait berner et l'a honnêtement montré dans le film. C'est quand même un élément d'honnêteté, moi je salue. Résultat, le film est interdit chez nous. Évidemment, l'affaire des Panama Papers, alors là, initiée par l'USAID et des fondations comme Rockefeller et Soros, fait partie de la panoplie. Comme par hasard, l'accusé principal, même s'il ne figure pas dans les listes, se trouve être Vladimir Poutine. Le choix des rédactions et les pressions qui sont exercées, c'est d'un certain point de vue naturel, mais il faut quand même distinguer la presse ou les rubriques d'opinion et celles d'information. Là où ça commence à être nocif, c'est lorsque l'une se fait passer pour l'autre, et que la presse d'information, notamment les agences, ne laisse pas passer les informations qui n'arrangent pas, plus qu'il n'est nécessaire pour protéger les sources ou prendre les précautions indispensables, parce qu'évidemment, il y a des fois où il faut quand même faire attention. Souvent, ça commence par le choix des correspondants ou de ce qu'on appelle les stringers. Et ça continue avec les jeux de réseau, les avantages, les menaces, les avantages, la carrière, la scolarité des enfants, la possibilité d'aller dans une université aux États-Unis, etc. Les insoumis ou les passages sont au mieux placardisés et empêchés d'écrire. Il y a parfois des pressions directes, comme en ont témoigné un journaliste allemand et une journaliste de CNN, mais dans l'ensemble, le système est suffisamment fort pour empêcher les débordements. La fameuse surinformation à laquelle j'ai déjà fait allusion, le manque de temps et le statut du journaliste. Les employeurs exigent de plus en plus du journaliste un rôle d'homme ou de femme orchestre et technicien. Il doit avoir de plus en plus de connaissances multimédia et des amplitudes de travail de plus en plus longues et intenses, 24 heures sur 24, avec les vecteurs les plus variés. Texte, film, photo, offline, online, réseaux sociaux, etc. Ça implique un travail de plus en plus technique. Le journaliste de base n'a plus le temps de simplement réfléchir à ce qu'il reçoit et ce qu'il est invité à diffuser au plus vite en raison de la concurrence qui auparavant ne concernait que les agences et qui aujourd'hui est dans toutes les rédactions à cause du web, de Twitter, de Facebook, etc. Cette situation est évidemment exploitée par les services de presse spécialisés, institutionnels ou privés du reste. Le meilleur et le plus riche est sans doute le USIS, United States Information Service. Mais ce n'est pas le seul. Je vous laisse deviner quelques autres services officiels. Ils inondent les journalistes d'une masse d'informations allant toutes dans le même sens, sous des angles différents parfois, impossibles à vérifier dans les temps exigés. Comme tout va dans le sens du politiquement correct et que la hiérarchie tient à ses postes et fonctions, on ne s'interroge pas trop et on écrit ce qu'on vous incite à écrire. On peut citer l'exemple des 2000 parachutistes qui, soi-disant, ont été envoyés par Poutine pour envahir la Crimée en mars 2014. Et annoncés sur toutes les télévisions françaises durant toute une soirée et une matinée, alors qu'il n'en était rien, que c'était facile à vérifier.
Moi, il y a iTélé qui m'a téléphoné vers midi, alors que depuis le soir de la veille, il racontait qu'il y avait 2000 parachutistes russes qui avaient été envoyés sur Simferopol, la capitale de la Crimée. Moi, j'ai tout simplement téléphoné à Simferopol. Parce que 2000 bons hommes, vous en mettez 100 par avion, ça vous fait quand même 20 avions. Ils vont pas prendre un taxi, les gars, en arrivant à l'aéroport. Donc il va falloir au moins 10 avions de matos, quoi, de transport de troupes, etc. Ça fait 30 avions, ça fait un pont aérien. Simferopol, l'aéroport à l'époque, parce que maintenant ça a changé, mais à l'époque, c'était l'aéroport de Tours, quoi. Vous voyez arriver 30 avions à la suite. Tous les habitants de Simferopol sont au courant. Hein. Donc je téléphonais à Simferopol, j'ai demandé à mes copains, vous avez entendu les avions cette nuit? Ils m'ont dit, oh non, il y a eu 2 hélicos. Donc on a même entendu les hélicos, vous voyez un peu. Ils auraient pu le faire quand même. Ils auraient pu se poser la question. Ben non. Je pourrais vous faire tout un topo, mais là je m'éloignerai de la russophobie sur la différence justement entre information, communication, éducation, parce que c'est évident, c'est là-dessus que tout est basé en fait. Hein. Enfin ça c'est du journalisme, on va laisser tomber. Mais les conséquences de cette russophobie systématique, dans les médias notamment, c'est que tout comme en matière diplomatique, la pratique des sanctions a réduit la diplomatie à zéro. On peut dire qu'en matière d'information et de débat dans la société, c'est une négation totale des points de vue différents et d'une information fiable et équilibrée. En admettant, comme c'est proclamé par nos sociétés, que ce soit indispensable au bon fonctionnement démocratique de nos pays et à une économie de marché saine. Ce sont des erreurs d'analyse et de perspective sous la pression des groupes d'influence, dont les USA évidemment, des médias et de l'opinion qui en résultent pour les diplomates et les politiques. On a déjà vu l'exemple absurde des Mistral. On peut aussi parler de l'exemple de Barroso, qui lorsqu'il était à la tête de la Commission européenne, avait refusé de discuter avec les Russes, comme le lui demandait le président ukrainien Yanukovych, qui était confronté au problème de l'appartenance de l'Ukraine à la zone de libre-échange de la CEI, incompatible, telle qu'elle, avec les contrats d'association avec l'Union européenne. Le sujet a été évoqué 1 an plus tard à Minsk, quand le pays était déjà en guerre civile. Ou bien Fabius, qui racontait aux autres ministres, et peut-être aussi à son flamby préféré, que malgré tout ce qu'on faisait avec l'OTAN, aux Russes, en Ukraine, ces derniers continueraient à payer pour l'Ukraine. Et ça, je suis moi-même témoin que certains ministres l'ont cru. Alors évidemment, Barroso et Fabius sont des acteurs à proprement parler américains, donc ils remplissaient peut-être une mission. Mais d'autres politiques dans l'Union européenne l'ont cru. C'est évidemment aussi un encouragement à la haine et aux dissensions xénophobes entre Européens, alors que les médias et les autorités sont si sourcilleuses contre tout soupçon de racisme réel ou supposé à l'encontre d'immigrés africains ou arabes, ou pire encore d'islamophobie. C'est un renforcement et un entretien des préjugés et clichés anciens contre la Russie, dont certains remontent au montage français. Alors c'est le fameux Faux Testament de Pierre le Grand, fait sous Louis XV par des Polonais et des Hongrois, britanniques ou allemands, repris depuis la fin de la Seconde Guerre par les Américains du Nord. C'est évidemment une négation des principes déontologiques du journalisme, à force de mensonges conscients ou inconscients et de pratiques de double standard permanent. Le massacre d'Odessa en pleine Europe au XXIe siècle est passé quasi inaperçu, alors qu'il aurait dû être un scandale énorme. Le film de Morera sur Canal+, a été le premier à en parler, 2 ans après. Et l'ambassade d'Ukraine, ainsi que quelques journalistes français, ont voulu le faire interdire. À noter que malgré le fait que les Russes soient des dictateurs épouvantables et tout le bastringue, ils ne sont jamais intervenus pour faire interdire un film à la télévision française, et pourtant 2 fois par semaine on a le droit à toutes les poubelles contre la Russie. Et le service de presse de Morera a pu, comme argument marketing en quelque sorte, a pu parler de scoop
à propos d'Odessa, alors que l'Internet est pleine d'images de massacres, de gens qui sont précipités dans les flammes de la Bourse du Travail à Odessa, de gars qui se font massacrer et assassiner quand ils sautent par les fenêtres pour échapper à l'incendie, etc., etc. Alors ça, de toute façon, ça n'arrête pas nos russophobes professionnels, notamment là, le nouveau bouquin qui a été publié par la dénommée WC, là, et qui dit, eh ben, de toute façon, les pro-russes se sont brûlés eux-mêmes. Et quant aux nationalistes ukrainiens, là, les bandéristes, comme on dit, eux, ils faisaient des commentaires sur Internet au moment de la tragédie d'Odessa, en disant ah chouette, on a fait des chachliks. Alors, chachliks, c'est des brochettes. On a fait des brochettes avec les dorifores. C'est le nom qu'ils donnent aux Russes. Bon, évidemment, c'est un encouragement aussi aux mécanismes de racisme, de xénophobie, de discrimination contre lesquels notre État prétend lutter. Je peux vous donner des exemples de discrimination, notamment en matière bancaire et en matière professionnelle. Et bien sûr, c'est une politique et une diplomatie hostile et inamicale vis-à-vis de la Russie qui porte atteinte aux intérêts économiques, alors confèrent les paysans par exemple, les hautes technologies, c'est certains marchés d'armement ou sensibles, et l'énergie, c'est Total, puisque les sanctions ont porté comme d'habitude, comme par hasard, sur des matériaux de prospection pétrolière, ce qui ne gêne pas les Américains, mais ce qui gêne Total. Politique et stratégique de la France. Enfin, c'est une préparation de l'opinion à une nouvelle guerre intereuropéenne qui, cette fois-ci, risque d'être réellement la der des der. Et si on s'en sort, le résultat sera que cette fois, on ne sera plus dans la partie du globe qui vit plutôt bien et à l'abri de la faim et de la misère chronique. Voilà, merci de m'avoir écouté. Vous avez des questions? Je pense qu'il y aura peut-être quelques questions. Et je pense que ce sera le sujet d'une nouvelle conférence. Peut-être ce qu'on reproche aujourd'hui à la Russie, c'est d'être un contre-modèle. Et d'avoir, au fond, de tenir aujourd'hui le rôle que tenait autrefois le monde libre. Il y a une inversion géopolitique oui, ça c'est C'est une ironie de l'histoire. Oui. Il y a des questions? Oui, je peux revenir sur la dernière phrase que vous avez dite, les trois dernières phrases, si vous pouvez développer ça, ce que vous entendez réellement par ce que vous avez dit à la fin, les trois dernières phrases. C'est une chute, vous savez. C'est-à-dire que c'est... Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que là, cette fois-ci, si on fait une guerre intereuropéenne, on est totalement suicidaire. On s'en est payé 2 le siècle dernier, qui nous ont coûté très très cher, nous Européens, je veux dire. Hein. Il y a quand même... on l'a payé cher pour la Première Guerre mondiale en France, on l'a payé très cher. L'Allemagne a payé cher les 2 guerres. La Russie, c'est le massacre total. Si on continue comme ça, je ne sais pas où on va aller, mais cette fois-ci, ça sera réellement une guerre qui mettra l'Europe au niveau des pays sous-développés aujourd'hui. Donc on ne sera plus dans la partie, effectivement, du globe qui est, jusqu'à présent, en tout cas, la partie heureuse du globe. Parce qu'il y a quand même toute l'autre partie de l'humanité qui ne vit pas très 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 bien. Hein. De toute façon, voilà, aujourd'hui, une troisième guerre intereuropéenne comme les 2 premières, comme de la même manière que les 2 premières, deviendrait avec le jeu des alliances une guerre mondiale. Absolument. Et avec les systèmes d'armes que nous avons aujourd'hui, je crois qu'aucune partie du monde ne serait... c'est pour ça que j'ai rajouté voilà, si on s'en sort. Si on s'en sort. Et il y a là une question aujourd'hui, c'est qu'on se demande comment ça va se terminer tout ça. C'est la grande question. Écoutez, j'en sais rien. Ça. On peut simplement remarquer que quand l'armée a de moins en moins de crédit, une guerre est déclenchée. Ça a été comme ça pour les socialistes, toujours, des armes. Ce qui a fait la fortune des Américains en réindustrialisation avec les armes pour la dernière guerre notamment. Là, c'est eux qui poussent à la roue quand même, hein, justement. Alors évidemment, un des lobbies essentiels, c'est le secteur militaro-industriel. C'est Lockheed, c'est Boeing, c'est tout ça, bien évidemment. Oui, et c'est eux qui encouragent le plus les néocons, c'est eux qui financent le plus Hillary Clinton.
Ah oui. Donc c'est Le assez dernier inquiétant. président américain un peu honnête, Eisenhower, L'avait dit. l'avait dit. Avait prévenu. Absolument. En 65. Après, absolument. Oui, mais alors la solution aujourd'hui, parce qu'il y a une partie des économistes qui pensent qu'en effet on a fait une grave erreur, on aurait plutôt dû s'allier avec la Russie plutôt que de suivre l'OTAN. Ah ben il y en a beaucoup qui le pensent, même le gars de la DGSE l'a dit, Alain Juillet. Non, mais attendez, il y a beaucoup d'économistes qui pensent la même chose. Hein. Mais le problème, c'est voilà, maintenant, aujourd'hui, on est dans l'OTAN. Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, il aurait fallu en sortir. Bon, ça, malheureusement, Quels sont quand... les rapports de Est-ce que celui qui a été Poutine élu en avec Autriche, Israël, formel Je ne sais pas. et non formel? Faut faire, oui. c'est presque une question pour toi. On va le savoir, oui. Ah bon, d'accord. Joker. Bon, ok. Eh ben, je dirais, c'est très délicat. Il est évident, n'oubliez jamais qu'il y a quand même beaucoup d'Israéliens ou de gens vivant en Israël qui sont des russophones et des anciens citoyens de l'URSS. Et que ça compte. ils ont même créé un parti. Ils ont plusieurs même. partis. Bah, regardez une campagne électorale en Israël, tout est sous-titré en russe. Les pubs à la télé russe, c'est des pubs israéliennes, souvent en russe. Alors bon, il y a quelques inscriptions en hébreu, mais bon, bref. Et ceux qui sont sortis, il n'y avait pas de tsar. Et alors en plus, mais non, ça c'est, moi je parle, ça c'est l'immigration sous Brejnev, ça. Oui, mais quand Sous même. Brejnev ou Oui, un mais peu après. Par définition, ils n'ont jamais aimé le tsar, le pouvoir autoritaire. Ah, là, c'est plus nuancé que ça. Il y a eu toute une immigration, et notamment d'Ukraine, justement, notamment Golda Meir, par exemple, qui sont partis, et notamment parce qu'ils ont été victimes de pogroms. Mais les pogroms, ils ont essentiellement eu lieu en Ukraine, pas en Russie. C'est un point assez important. Ça, là, je le confirme vraiment, parce que ma grand-mère, dans ses mémoires, le raconte bien, quoi. Donc il y a effectivement beaucoup de gens qui ont fui les pogroms de Bessarabie ou d'Ukraine. Ça, c'est, disons, la génération qui a fondé Israël. Mais la grande population russophone d'Israël, c'est celle qui est arrivée sous Brejnev. Sous Brejnev et après. Hein. La différence avec, là aussi, avec beaucoup de conneries, ce qu'on a pu raconter sur les fameux réfugiés dont vous avez entendu abondamment parler. Moi, il se trouve que j'ai été en URSS à cette époque-là, et je voyais comment les gens achetaient la nationalité juive, puisque dans le passeport soviétique, contrairement à ce qu'on raconte, ce n'était pas du tout une discrimination contre les juifs. On mettait les nationalités de toutes les nationalités de l'Empire soviétique, puisqu'il y a beaucoup de nationalités. Donc vous aviez une citoyenneté soviétique, et la nationalité, vous étiez ouzbek, tadjik, Et même russe, Franzouski. et même français. Ouais. Absolument, oui, bien sûr. Oui, il y en avait, oui. je sais plus, oui, il y en avait Ah, 2500. très peu, je crois. oui. Et juifs. Et juifs, c'était une revendication du parti bundiste, qui était un parti de gauche des sionistes ou des avant-sionismes, qui a obtenu que juifs soient reconnus comme une nationalité et non comme une religion, puisqu'ils étaient laïcs. Cette nationalité donc était reconnue comme telle, et comme Brejnev a donné la possibilité, suite aux négociations en tout genre avec les Américains, les Occidentaux, etc., la possibilité aux Juifs et aux Allemands, anciennement de la Volga, dont certains avaient été déportés en Asie centrale, même beaucoup, d'avoir le droit de foutre le camp du RSS, et ben ça valait le coup d'avoir ces nationalités-là pour se barrer. Comme il y avait beaucoup de volontaires, ou en tout cas un certain nombre de volontaires, notamment parmi les gens qui voulaient aller à l'Ouest, ou qui voulaient faire du business avec l'Ouest, c'est ça aussi qui se pratiquait. Donc, alors, quelquefois, il y avait des écueils, et c'est là qu'on avait une grosse propagande remontant sur le fait que les refusniks étaient réprimés, etc. Alors, il y en a eu qui ont été réprimés, hein. Il y en a eu qui ont été réprimés, mais à la limite, ils ont été réprimés pas tellement par antisémitisme, même s'il y avait de l'antisémitisme chez certaines personnes, bien évidemment, mais dans l'ensemble, ils ont été surtout réprimés par la logique totalitaire du régime soviétique. C'est-à-dire que de toute façon, on vous interdisait d'avoir des organisations horizontales, si vous voulez, de constituer des groupes d'intérêt
horizontaux. C'est ça qui était à éviter. Et évidemment, les cours d'hébreu ou d'autres intérêts culturels purement juifs ou israéliens, évidemment, les Israéliens n'étaient pas neutres là-dedans, ils alimentaient la machine, eh bien, étaient réprimés comme ce phénomène-là. Alors bon, donc il y a des gens qui ont acheté la nationalité juive, ce qui a posé ensuite des gros problèmes. Alors souvent, ils arrivaient à Vienne et ils se tiraient ensuite en Italie puis aux États-Unis. Hein. Et puis après, les Américains ont imposé qu'à Vienne, il y ait des gardes qui empêchent les gens de se tirer et qu'ils aillent en Israël. Et là, du coup, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés en Israël, ils n'étaient pas juifs du tout, ce qui a posé un grand problème au rabbinat, parce qu'ils ont dit, mais là, on arrive à avoir trop de gens qui ne sont pas juifs, donc on remet en question la nature juive de notre État. Enfin bref, donc c'est pas... C'est beaucoup plus complexe qu'on ne croit, cette question-là, en tout cas. Alors, aujourd'hui, bien évidemment, c'est l'héritage de tout ça. Pour les Russes, ils n'ont pas intérêt à trop se mettre à dos les Israéliens. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'ils ménagent leur politique avec les Arabes. Et les acquis de l'époque Primakov, je dirais, qui a été quand même un grand orientaliste pour la diplomatie soviétique, et qui a quand même une tradition d'une politique arabe-russe, qui se voit en Syrie d'ailleurs, hein, aujourd'hui. Alors, les Israéliens trouvent d'un côté, ils ont un jeu obscur hein, avec la Syrie, puisqu'ils se sont même permis de bombarder le Golan syrien. Mais d'un autre côté, ils ne voient pas d'un trop mauvais œil que les Russes interviennent contre les islamistes, parce que là c'est quand même tangent, même si leurs rapports avec les Saoudiens et les Qatariotes sont beaucoup plus complexes que ce qu'on veut bien dire. Donc voilà, là on s'envole avec des idées simples dans un monde très très compliqué. Mais c'est très complexe, parce que le rapprochement qu'on a fait avec l'Iran est allié avec la Russie. Et donc, quelque part, on se rapproche aussi des Russes par cette alliance. Donc, ça devient vraiment très complexe. Bah oui. Mais oui. Bon, ben, voilà. Non, j'essaie de répondre un peu à la question. Ils font gaffe. En tout cas, ils font gaffe. Quoi. Avec Israël, ils font gaffe. Voilà. Et les oligarques, je ne savais pas que je te rejoins. Le fait que les principaux oligarques étaient binationaux, ça n'a pas un peu joué dans la... Vous étiez quelquefois trinationaux ou quadrinationaux, donc non, ça leur permet d'avoir un refuge en Israël, en tout cas. Bah, c'est comme la cavalerie du Sentier, quoi. Non, mais le fait que le Poutine ait dégonné quand même beaucoup d'oligarques. Oui. Est-ce que ça oui, enfin, il les a dégommés tout en les. Il les a pas vraiment dégommés complètement jusqu'au bout, en tout cas. Hein. Mais non, alors. Enfin, si vous voulez, sur Khodorkovsky, il y a eu Berezovsky et Khodorkovsky, hein, là, disons, pour prendre les plus connus. Abramovich. Alors, si vous voulez... Ah non, mais Abramovich, il n'a pas de problème. Il a même été gouverneur de la Tchoukotka, où il a fait quelques investissements, comme on lui demandait de faire, et il n'a pas de problème, il se balade en Angleterre autant qu'il veut. Hein. Non, c'est ça. Non, les deux où il y a eu des problèmes, c'est... Non, c'était, ça s'appelait Yukos, le groupe de Khodorkovsky. Enfin là, écoutez, pour Berezovsky, moi je ne peux que vous conseiller le bouquin qui s'appelle Le parrain du Kremlin de Pavel. J'ai oublié son nom. Monsieur, tu l'as dû connaître. C'était un mec jeune, vachement bien, un journaliste de fortune. Il a été assassiné. Tellement son bouquin était bon. Khlebnikov. C'est un russo-américain. Je conseille ce bouquin-là pour tout comprendre sur Berezovsky, mais accrochez-vous aux branches parce que le bouquin est compliqué. Hein. Et Khodorkovsky, ce qui est intéressant, c'est la dernière récente affaire sur les 52 milliards qui étaient réclamés à la Russie par un tribunal d'arbitrage, parce que ça va beaucoup plus loin que simplement l'affaire Khodorkovsky, parce que ça annonce ce que sera le TAFTA, en fait. Si vous voulez, moi j'ai enregistré presque une heure sur cette affaire Khodorkovsky. Vous devez le trouver sur Eurasie Express.
Si vous voulez, écoutez-le. J'explique un peu pourquoi il y a des poursuites contre Khodorkovsky maintenant, comment Khodorkovsky s'est servi de prête-noms qui sont dans des paradis fiscaux, tous. Très méchants, les paradis fiscaux, mais tout d'un coup, ils étaient très gentils. On est dans les jugements en géométrie variable. Eh bien, on est arrivé à condamner notamment la Russie à payer 52 milliards de dollars à M. Khodorkovsky et à ses prête-noms. Bon, le jugement a été annulé ou suspendu pour l'instant. Attendez, c'est 10 ans de procès. À mon avis, la Russie a fait une grosse connerie là-dedans, c'est de marcher dans la combine des procès américains à l'américaine. Ça leur a coûté les yeux de la tête en avocats américains, et ils étaient dans une logique de réflexion typique d'entreprises et de grands groupes américains. Donc ils ne pouvaient pas s'en sortir, alors que c'était là une affaire de souveraineté. Et en plus, la Russie n'avait pas signé les accords selon lesquels Khodorkovsky, sur lesquels il s'appuyait pour les faire condamner, mais il y avait eu des représentants russes qui avaient discuté en réunion à huis clos en disant on le signera. Ça a été enregistré avec des micros espions et du coup ça a été utilisé par les avocats américains qui sont spécialistes de ce genre de trucs pour dire vous voyez, la Russie allait signer. Donc il y a une présomption de signature, même si elle n'a pas eu lieu après. Enfin bref, 52 milliards. Et du coup, ici, ils ont saisi des locaux, ils ont menacé des avions, etc. etc. Hein. Vous vous rappelez déjà que les comptes de l'ambassade avaient été saisis une fois pour une autre affaire qui était bien plus ancienne, qui remontait encore à des endettements. Alors là, c'était du vol caractérisé de l'État russe. S'il y avait eu un patron en France, la BNP aurait pu ne pas payer ce qu'elle a payé. Je pense qu'il aurait fallu en faire une affaire européenne, oui, ça c'est clair. Que la BNP soit condamnée sur des décisions, des lois américaines sur des pays qui sont sanctionnés, entre guillemets, par les États-Unis, mais pas par la France, parce qu'il s'agissait de Cuba, de l'Iran et de... je ne sais plus le troisième pays. Enfin, c'était aucun n'était... Enfin, il n'y avait pas de sanctions par la France. Eh bien, rien que le fait qu'ils ont utilisé les dollars, ils ont accepté. Alors moi, j'ai protesté auprès de la BNP. On m'a expliqué, mais vous ne pouvez pas faire autrement. Vous ne pouvez pas faire autrement. Évidemment. Vous savez, si vous connaissiez nos intérêts aux États-Unis, vous comprenez, on va se permettre de prendre le risque. Bon, écoutez. Mais 9 milliards, ça en aurait fait des chômeurs en moins quand même. Hein. C'est le principe, c'est même le principe, c'est même pas la somme, c'est le principe. Là, il va y avoir le Crédit Agricole. Mais oui, ça va être moins. Quels sont les médias que vous nous recommandez alors, que vous trouvez plutôt le plus objectif possible, même si objectif, ça n'existe pas, vous savez bien. C'est pas une notion professionnelle, je dirais. Mais au moins qu'il soit équilibré et qu'il donne des infos, quoi. Malheureusement, on est essentiellement obligé de se référer à des blogs qui font du rattrapage d'informations ou démasquent la désinformation. Vous avez les crises, qui sont sans doute un des meilleurs, lescrises.fr. Vous avez Atlantico, où il y a des choses, Polémia, où il y a des choses. Et puis, évidemment, alors là, avec les langues, ça vaut le coup d'essayer de lire quelquefois sur Courtoisie, des choses, oui. Mais au niveau de l'info, je veux dire, quotidienne, vous avez une agence Internet du Donbass, en anglais, où ils donnent leur point de vue. Mais sachez que chacun donne son point de vue. Hein. Il n'y a jamais quelque chose qui est avalé tout cru, hein, de toute façon. Mais au moins, ça vous permet d'équilibrer et de savoir à quoi vous en tenir et de savoir où est-ce qu'on est en train d'essayer de vous intoxiquer, quoi. Il y a des fois et des bonnes analyses dans le monde diplomatique, hein, quand même. Il y a des choses qui permettent de s'y retrouver un peu. Que vous dire, il y a des trucs bien dans le Figaro, des fois aussi, hein, attention. Hein. René Girard, c'est René qui s'appelle Girard. Hein. C'est un mec assez honnête. Moi, je l'ai connu en Afghanistan, je dois dire, je trouve que... Et en Yougoslavie. C'était un des rares qui était pas un déchaîné anti-serbe. Il y a eu Jacques Merlino. Merlino, alors là, nous on s'est rencontrés avec Merlino,
on était les deux pro-serbes, on nous flinguait partout. Et en fait, vous êtes en train de dire que Girard est en train de dire que la Russie a été nommée comme bouc émissaire. Comme bouc émissaire. Ben oui, la théorie de Girard, c'est ça. C'est en fait, il faut pointer un bouc émissaire pour plus ou moins contenir la violence des peuples. Voilà. Ah oui, non, et puis vous pouvez dire aussi que les États-Unis ont toujours besoin d'un ennemi. Et que bon, l'islamisme, comment en fait c'était pas vraiment un ennemi et qu'ils s'en servaient et que en fait ils le trouvent pas si dangereux que ça et que même des fois ils disent carrément d'ailleurs que c'est très bien. Oui, il en fallait un autre. Et comme il faut en même temps empêcher ce que je disais, le rapprochement entre l'Allemagne et la Russie à tout prix. Ils considèrent que ça c'est ce qu'il y a de plus dangereux pour eux, même plus dangereux que la Chine. Bien sûr. Les Américains. Ouais. Oui, ensuite. Mais ils vous le disent, hein, regardez Oui. sur YouTube, George Friedman, il vous Et l'expliquera. le projet de l'Eurasie. Oui, mais là, Alors c'est ça, quand même pas intéressant parce avancé, que mais Poutine, il a touché le projet de l'Eurasie. bien Dans sûr. la proposition qu'il a fait à l'Europe, et ça on travaille depuis un bout de temps là-dessus, et c'était quelque chose de très intelligent. Il a tout Bien compris, sûr. Poutine. Et là on Mais- se dit, on a fait une grave erreur, justement, avec le temps. Oui, mais là, vous touchiez ce que Mackinder et ensuite Brzezinski ont mis au centre de leurs analyses, c'est-à-dire ce que les anglo-saxons appellent le heartland, c'est-à-dire exactement justement cette zone de l'Asie centrale, du sud de l'Ukraine, etc., ou qui considèrent que quand on domine ce coin-là, on domine le monde. Donc il faut évidemment surtout pas que les Russes puissent avoir un contrôle là-dessus. Oui, mais il y a un problème avec la Corée. Le problème de la Corée par rapport justement... Ah, ils sont loin du heartland. Hein. Non, la Corée... Oui, mais par rapport à justement cette alliance monétaire, pour faire cette nouvelle alliance monétaire-là, iranienne, il y avait le problème de la Corée qui n'était pas résolu. Et tant qu'on n'avait pas résolu le problème de la Corée, il était difficile de mettre au point justement ce projet. C'est surtout une question de masse, de réserve monétaire. Vous savez, le problème de la monnaie eurasiatique, c'est que pour l'instant, il n'y a pas d'alternative au dollar. Et avec la crise actuelle, et notamment la crise pétrolière, en plus, les Chinois, mais pas seulement les Chinois, les Russes aussi dans une certaine mesure, les Saoudiens aussi, ils achètent de l'or. Les Chinois et les Russes achètent de l'or, oui. Mais ils ne peuvent pas se permettre de trop vite balancer le dollar, parce que leurs réserves en dollars, elles sont importantes. Hein. Donc, ils veulent pas. Si vous voulez, là, je te tiens, tu me tiens par la barbichette quand même, hein, au niveau du monde. C'est pour ça que là, il ne faut pas se faire trop d'illusions sur la Russie représentante de valeurs, etc. C'est vrai que la Russie aujourd'hui, c'est le pays de mémoire de l'Europe, ça c'est vrai. C'est sans doute celui où des valeurs sont préservées, où il y a une approche plus traditionnelle et plus proche de valeurs chrétiennes, ça c'est sans doute vrai aussi. Il ne faut pas se faire trop d'illusions quand même. Hein. L'influence anglo-saxonne, libérale, le marché, sont des choses qui sont très très fortes aussi en Russie. Hein. Alors, ça devient très complexe, hein, parce que justement la guerre avec les gazoducs, là, ce qui se passe dans les pays d'Arabie Saoudite, alors c'est pour contrer le gaz de schiste, alors que là on est en train de plus ou moins négocier pour prendre le gaz de schiste en Europe, et nous on dit que c'est hyper bon, il est super mauvais ce gaz de schiste. Mais au niveau de l'exploitation. C'est au niveau de l'exploitation, mais pas au niveau de l'achat une fois que c'est livré sous forme de gaz liquide. Hein. C'est du gaz liquéfié qui vient par bateau des États-Unis. C'est la fracturation hydraulique qui est le problème des États-Unis. Bien C'est un sûr. désastre. C'est un désastre. Oui, j'aurais peut-être une question qui va paraître anachronique, mais tout à l'heure il a été cité par votre présentateur, le grand aristocrate qui était Custine, au début des années 40 du 19e siècle, et qui était d'une famille où il y avait eu plusieurs guillotinés du temps des Jacobins, qui avait récupéré sa fortune, etc., du fait, entre autres, de certains événements militaires auxquels avait participé l'armée russe, notamment en Suisse, etc. Bon, et puis après en 1814, donc il va inviter
par les plus grandes familles de Russie, le tsar en Russie, au début des années 40 du 19e siècle, et d'emblée, il se démasque comme animé d'une haine inextinguible pour le système politique russe, pour tout ce qui est russe, du dernier moujik au tsar lui-même. Il est reçu par le tsar et la tsarine en audience privée, il obtient des honneurs extraordinaires, tout ceci ne lui coûte pas un sou, bien entendu, bon, et il revient au bout de plusieurs mois en France, et il lâche un bouquin rempli d'expressions totalement abjectes sur tout le monde en Russie, sans exception, Oui, mais y au nom de compris quel les libéraux. principe? Alors C'est là, j'ai un homme- mystère. C'est un homme des Lumières. Oui, c'est un homme des Lumières, donc, c'est pour mais ça qui que- a vu les Lumières lui revenir dans la figure. Oui, mais c'est pour ça que j'ai cité Custine, parce que c'est aujourd'hui un livre de référence dans les écoles de journalisme, mais aussi, on voit, comme aujourd'hui, on reproche quoi à la Russie? D'être un pouvoir autocratique, presque théocratique, et Obscurantiste. obscurantiste. Or, Custine, bon, dans sa chair, il a pâti de la Révolution. Mais il a pâti de la Révolution. Mais comme le disait un évêque reçu par Pie IX, les libéraux, ça date pas de François. Le contre-évêque lui dit, vous savez, les principes de 89, on en vit tous. Et l'évêque d'Angers lui répond, on en meurt. Mais on n'est pas sorti de ce dilemme-là. Et je pense qu'aujourd'hui, une des plus grandes raisons de la russophobie, c'est parce qu'à tort ou à raison, elle est le champion de valeurs traditionnelles, qui est l'antimodèle de ce que proposent les néoconservateurs, les trotskistes qui nous gouvernent. Et on voit très bien que l'Europe et l'Amérique a basculé dans les années 60. Est-ce que je peux me permettre de faire une petite réflexion? Comme téléspectateur, je me souviens de cette image extraordinaire, je crois que c'était Mazur, à l'époque où elle cible bazardait tout, tout à fait au début. Et alors, c'est comme les présentateurs sont toujours contents. Ça y est, il y a 2 avancées en Russie, un McDo et un sex shop. Mais aux 20h30, mais il était sincère, le type. Mais c'était fabuleux. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais c'est monstrueux. Qu'est-ce qu'on reproche à la Russie? De ne pas organiser le Gay Pride. Vous revenez de la Serbie. La Serbie a beaucoup de points communs avec la Sainte-Russie. Ils ont organisé une Gay Pride récemment. Pour faire plaisir. Pour faire plaisir à l'Europe. À l'Union européenne. Oui, mais ils l'ont organisé en cachette. La population n'était pas au courant. Il n'y a que les affidés ou dans le club d'Arcadie qui étaient prévenus. Non, c'était une vaste mascarade. Je conseille à lire 2 livres. La russophobie de Guy Métan. Donc retenez-le. Une guerre de 1000 ans, c'est Russie-Occident, une guerre de 1000 ans. D'ailleurs, sur mon de site, Charlemagne à la crise ukrainienne. vous avez Pourquoi aimons-nous tant détester les Russes? Vous avez sur mon site une interview de Guy Métan, qui est un journaliste suisse, une interview en gros d'1 heure, et je vous conseille aussi, en dehors du livre d'Yvan Blot, La Russie de Poutine, il est venu vous le présenter il y a quelque temps, le livre d'Alexandre Latsa, Un prêtant russe, aux éditions des Cirques. Le livre est pas mal. Oui, bien, oui, moi j'ai commencé, mais je connais un peu Alexandre. Ouais. Et en plus, à la fin, vous avez plein de références. Oui, non, c'est bien, je trouve que c'est bien. Oui, justement, voilà, des sites, voilà des. Mais avec toute la prudence qu'il faut pour répondre à votre question, quand on va sur Internet, parce que il y a aussi un arbitraire, il y a aussi. C'est très difficile à vérifier. Mais ce qui est sûr, c'est que la grande presse, là, elle n'est pas fiable du tout. Alors évidemment, le pire, c'est Le Monde, Libération, là, c'est les pires. Nouvelle Obs, c'est épouvantable. Le Point, c'est n'importe quoi. Alors les télévisions, France Inter, France Culture, Arte, c'est les plus déchaînés. Une question, excusez-moi, je la pose parce que je n'en connais pas la réponse. Mais vous me la donnerez.
Est-ce qu'il est imposé un quota de réfugiés pour le grand repeuplement d'Europe, puisque la Russie fait partie d'Europe, en disant écoutez, vous êtes assez vaste pour pouvoir remplir toutes vos plaines jusqu'à l'Asie. Et puis, comme vous en avez déjà, qui pratiquent cette religion, ils retrouveront leurs frères. Est-ce qu'on leur impose un quota ou est-ce qu'il peut y avoir encore une résistance en disant que nenni? N'oubliez pas que la Russie reçoit quand même beaucoup de réfugiés, notamment d'Ukraine. Parce que le paradoxe, c'est que quand même, on nous explique dans nos chers médias que la Russie attaque l'Ukraine. Et manque de peau, il y a au moins 2 à 3 millions d'Ukrainiens qui fuient en Russie. Exactement. Alors, c'est un peu comme quand les Allemands, en 1940, ont attaqué la France, que l'exode se ferait vers l'Allemagne. Exact. L'exemple avec exactement. Vous l'imaginez ici, frère Thierry peut en être témoin. Oui, les grands esprits. Ouais. Mais, non, mais enfin, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant. Eh bien, bon, mais la Russie, elle est confrontée à ce problème-là, quand même. Oui, moi, je parlais de ceux qui sont de l'autre côté, de l'autre côté de la Méditerranée. Non, c'est-à-dire, eux, ils ont leurs musulmans, si vous voulez. Oui. Il y a tous ceux qui viennent d'Asie centrale, pour raisons économiques. Hein. Oui. Vous avez énormément de Tadjiks, de Kirghizes, qui viennent travailler en Russie. Et qui envoient leur salaire pour faire vivre leur famille, avec des phénomènes que là aussi mériteraient d'être étudiés, mais enfin là je m'éloigne un peu, mais bon, si vous voulez, notamment il y a des villages tout entiers au Kyrgyzstan notamment, mais en Ouzbékistan dans une certaine mesure aussi, qui en arrivent à être vides d'hommes, même de femmes, parce que les femmes souvent ils vont travailler au Kazakhstan, qui lui est un des pays d'Asie centrale où il y a beaucoup de pétrole, peu d'habitants, et donc qui peut payer. Et il y a les grands-mères et les enfants. Et là, on voit réapparaître alors 2 choses. Un, de l'argent des Émirats arabes unis notamment, et d'Arabie saoudite, qui viennent racheter les jardins d'enfants et les écoles faites du temps soviétique, à l'époque soviétique, pour en faire des mosquées ou des médressés. Les mômes sont embrigadés là-dedans. Et les jeunes filles, dès qu'elles ont 13 ans, retombent dans une vieille tradition kirghize qui avait été, pas disparue, mais qui avait en tout cas été très diminuée à l'époque soviétique, qui est l'enlèvement de fiancés, c'est-à-dire les mariages forcés. Et ça se pratique abondamment. Et là, il suffit d'avoir un imam complaisant ou pas très complaisant, d'ailleurs, qui va prononcer une prière que par ironie du sort, excusez-moi, s'appelle niquer, et qui fait que le mariage est prononcé. Les gamines, une fois qu'elles sont enceintes, elles sont larguées, et puis ça recommence, etc. Donc vous avez une situation dramatique. D'où arrivent les fiancés? Ils ne viennent pas, ce ne sont pas des... Si, ils enlèvent, parce qu'il y a aussi, le problème c'est qu'il y a aussi la dot qui est revenue. La dot qui est le grand malheur de l'Afghanistan, du Pakistan, d'une partie de l'Inde, où on en arrive à avoir des populations qui sont réduites en esclavage, encore aujourd'hui, parce que vous rendez toute votre vie, vous rendez la dette que vous avez été obligé de contracter pour la dot. D'où le drame que c'est quand on voit une fille naître, etc. Dans une famille, vous vous rendez compte. Donc les mariages que de cousinage. Donc vous avez certains patelins au Pakistan... vous voyez la consanguinité. Hein. Voilà, non mais vous voyez, c'est tout ça, quoi. Alors, en Asie centrale, on est en train de revenir un peu à ça dans les pays les plus pauvres. Mais grâce aux Tadjiks et aux Kirghizes, ça il faut être aussi très juste, qui ont quand même un grand avantage des musulmans, c'est qu'ils ne boivent pas. Eh bien, ils travaillent très bien pour notamment creuser les tranchées, faire du bâtiment, pas forcément le plus fin, mais le gros œuvre, ça, donc en Russie aujourd'hui, c'est une main d'œuvre qui est quand même très 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 utile. Je crois qu'on peut le dire. Et ils sont pas toujours très bien traités parce qu'ils sont dans des conditions de vie pas aussi mauvaises qu'en Arabie Saoudite, mais enfin pas brillantes. Oui, dans la perspective des élections américaines,
Si c'est Hillary Clinton qui est élue, à quel degré estimez-vous le risque d'un conflit ouvert? Ça, il faut demander au lobby, notamment militaro-industriel, et on est au cas. Est-ce que ça peut évoluer d'une façon différente? Ah, ça, on l'espère tous. Mais moi, je ne sais pas ce que va faire Trump. Trump, là, visiblement, il se réconcilie avec l'establishment. Qu'est-ce qu'ils vont arriver à lui obtenir? Comment ils le tiennent? Quelle affaire ils ont sous le boisseau pour le faire craquer? Je ne sais pas. Dernière question. Est-ce que les Chinois émigrent vers la Russie? Oui, en Asie centrale, en Sibérie, oui, énormément, bien sûr, oui. Là, vous avez, si vous voulez, vous avez une réalité qui est là. Vous avez 400 millions de bonshommes d'un côté de l'amour, du fleuve, hein, et 20 millions de l'autre. Avec des territoires énormes, mais où il fait froid. Les Chinois n'aiment pas le froid. Ça sauve un peu les Russes. Voilà. Voilà. Mais c'est un vrai problème pour la Russie, quand même. Pas autant que de C'est un vrai... Algérie, où ils n'ont plus leur passeport. Oui, mais il fait pas froid. Non, mais ouais, ce que je veux dire, c'est que ils ont... non, il y a... Et puis ils sont... C'est une population qui est assez dynamique, qui a même investi des fois, qui s'étend jusqu'à l'Oural. Moi, j'en ai vu dans l'Oural, qui font des investissements, qui montent des boîtes. Hein. C'est... je veux dire, c'est pas que négatif. Mais évidemment, à terme, il va y avoir un problème. C'est à peu près évident. J'espère que les Russes enverront des missionnaires orthodoxes vers cette population chinoise de Sibérie. Ça sera une des façons de résoudre le problème. Il y en a eu. Et les Chinois s'en méfient terriblement, parce que c'est les orthodoxes qui sont interdits en Chine, alors que les catholiques ne le sont pas. Oui, et il ne faut pas oublier qu'il y avait des missions très importantes avant la révolution bolchevique en Chine. Oui, surtout à Mukden et à... même jusqu'à Shanghai. Ah oui, mais la concession russe. Oui, la concession russe. Il y avait même un archevêché russe. Et des fois, dans des églises orthodoxes, on voit des Noirs comme diacres et même des Chinois. Mais il y a les Éthiopiens qui sont orthodoxes. Oui. Non, mais russes. Ah ben oui, maintenant, oui. Il y a quand même eu une population, c'est normal, il y a eu beaucoup d'étudiants africains qui sont venus faire des études en URSS, et il y a eu beaucoup de mariages mixtes quand même. Hein. Pourquoi ils ont peur des orthodoxes? Comment? Pourquoi les Chinois ont peur des orthodoxes? Parce que justement, ils craignent sans doute les aspects de missionnaires, et donc... Il y a plusieurs journaux de missionnaires. D'assimilation de population. C'est la même chose avec les catholiques? Non. Non, c'est beaucoup plus loin, les catholiques. C'est très compliqué. L'assimilation avec les Russes se fera plus facilement qu'avec les catholiques. Il y a plusieurs journaux de missionnaires russes qui ont été publiés récemment. Vous pourrez le lire. Je ne sais plus où c'était publié, si c'est au CIRT ou Xenia ou H-Dom. Oui, c'est exact. C'est passionnant. Il y a plusieurs livres où ils racontent comment ils ont christianisé des populations qui étaient vraiment... Ceux qui sont spécialisés, les catholiques, les spécialistes de la Chine, c'est les jésuites. Mais ce sont des savants, ce sont des ethnologues, ce sont des... Mais c'est pas... Enfin, leur boulot de missionnaire, il a été limité quand même. Bien qu'il y ait quand même pas mal de catholiques chinois. Mais avec les Chinois, vous en avez tout de suite pas mal. De toute façon, je veux dire, c'est le succès du marché chinois. Hein. Vous prenez des noms pour votre association? Non, mais enfin, contactez s'il y a besoin. Bon, on va peut-être s'arrêter là. On vous a distribué un tract de l'association de Dimitri Koshko. Donc vous pouvez prendre contact avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui, avec lui.